Avant de commencer cet épisode, nous souhaitons prendre un moment pour rappeler à nos auditeurs que si vous êtes confrontés à une dépendance à l'alcool ou aux drogues, il est important de ne pas rester seul. Vous n'êtes pas isolé, il existe des solutions. Nous vous encourageons vivement à en parler avec votre médecin traitant. Si cet épisode vous touche et vous fait réfléchir, n'hésitez pas à faire ce premier pas vers le soutien. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour, je m'appelle Nicolas et bienvenue dans Nous, le podcast qui met en avant des parcours de vie extraordinaires. Nous, c'est l'idée que chacun de nous a une histoire à raconter. Chaque récit que nous partagerons ici nous rappellera que derrière chaque individu se cache un parcours unique, mais aussi des combats, des triomphes et des leçons qui résonnent en chacun de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, à l'occasion du Dry January, le mois sans alcool, nous allons découvrir le combat extraordinaire de Martin Alexandre, 29 ans, contre l'alcool. Il y a 5 mois, il a fait le choix courageux de changer sa vie et de se faire hospitaliser afin de stopper cette addiction. Martin Alexandre a décidé de prendre un nouveau départ et il va nous raconter son parcours, les raisons qui l'ont poussé à changer et comment il vit cette sobriété retrouvée. Un épisode fort, inspirant et porteur d'espoir pour ceux qui envisagent de prendre un tournant dans leur vie. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de la résilience face aux épreuves de la vie. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Bienvenue dans Nous. Bonjour Martin Alexandre. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de nous parler de tes problèmes avec l'alcool. Merci à toi pour ton invitation. Alors on ne se connaît pas, tu es coiffeur et c'est au salon où tu travailles que je t'ai entendu parler de ton histoire à une cliente. C'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter. C'est important pour toi d'en parler librement aujourd'hui ? Oui, c'est très important pour moi d'en parler librement. Moi, j'ai envie d'être porteur de ça, de la liberté d'expression, surtout à ce sujet. D'en parler comme ça aujourd'hui, est-ce que c'est une manière de se dire « je ne dois pas retomber car maintenant les gens savent et si je retombe, ça serait une forme de défaite ». C'est ça. Et de dire que on peut tomber bas, on peut se relever. Voilà, c'est tout. C'est important ce que tu dis. Il faut vivre en fait. Pendant longtemps, on croit que certaines substances vont atténuer certaines douleurs et en fait, ils vont que amplifier les choses en fait. C'est quoi comme type d'alcool que tu buvais ? Alors les derniers mois, je buvais énormément de rosé ou de vin blanc. Et je buvais 2 jusqu'à 3 bouteilles ces derniers mois. Tous les soirs, tout seul. Et en boîte de nuit, je buvais de la vodka Red Bull essentiellement. À ne plus compter les verres. En sachant que je buvais déjà pas mal avant déjà d'aller en soirée. Et il y a un moment où tu es passé également tombé dans la drogue. Exactement. Je tombais dans la drogue vers 21 ans. Je tombais dans la cocaïne. Et après, ça a été des extasies pour les soirées festives. Et tout ça s'est enchaîné par la suite. Au début, c'est de la drogue festive. On est là avec des potes. On prend ça pour pas être trop fatigué parce qu'on a eu une dure semaine, histoire de se libérer. Et par la suite, tout dépend le psychique de chacun. Donc moi qui étais très affaibli déjà à ce moment-là, du coup, qui a fait que c'est devenu du quotidien. Et du coup, ça a été la noyade. Et quand j'ai arrêté du coup par moi-même la drogue, je suis tombé réellement dans l'alcool, quoi. Cette addiction, c'était un moyen d'oublier des problèmes, de cacher un mal-être ? Totalement, oui. C'était... Comme disait mon médecin, c'était un peu mon antidépresseur, on va dire. Et le moyen aussi de fuir à certains problèmes ou une certaine réalité des choses. C'est vrai que t'as pas été épargné par la vie. Malheureusement, non. Comme beaucoup de personnes, beaucoup de choses partent de l'enfance. J'avais une enfance avec des problèmes scolaires. J'étais un peu le garçon mis à l'écart, me moquer ou autre. Et toujours un peu seul, mine de rien. Et puis, il y a des événements qui sont passés par là. Oui, totalement. J'ai ma meilleure amie qui est morte tragiquement en 2013 d'un accident de voiture. Donc ça a été une catastrophe, on va dire. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Tu avais quel âge ? J'avais 18 ans. Elle en avait 16 ans et demi. Donc c'était vraiment ma confidente. On était tout le temps en contact depuis petit. Donc c'était une partie de moi qui était partie à ce moment-là, en fait.
En plus, à ce moment-là, j'avais fini mon contrat de travail à l'époque où je travaillais en étant coiffeur. Donc, c'est un peu cette année où j'avais perdu beaucoup de choses. On avait aussi déménagé, quitté notre village, notre maison. Donc, ça faisait, on va dire, un sacré package. Donc, voilà. Il y a un autre événement compliqué auquel tu as été confronté plusieurs années plus tard. Oui. Alors là, cet événement compliqué, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est mon grand amour, on va dire, de l'époque qui a fini, qui a mis fin à ses jours, qui s'est suicidé, qui s'est pendu. C'est vrai que le suicide, c'est un fléau. Et je le rappelle qu'il y a 200 000 tentatives de suicide par an en France, 10 500 morts, soit 3 fois plus que les accidents de la route. Et pour les personnes âgées entre 15 et 29 ans, c'est la deuxième cause de mortalité. C'est un sujet que nous allons évoquer le 5 février prochain dans Nous. Nous recevrons Patrick qui viendra nous parler du suicide de son père, à l'occasion de la journée nationale de la prévention contre le suicide. C'est important d'en parler. Très, très important. C'est ça, et puis ça aurait pu me toucher également. Je te propose que l'on remonte dans le temps et que nous revenions en juin 2024, mois durant lequel tu as décidé de reprendre ta vie en main et de devenir sobre. On est en juin 2024. Je me suis rendu compte que ce que je faisais ces dernières années, ces derniers mois, était totalement catastrophique. C'est que du coup, j'étais dans la noyade la plus totale. Je m'en sortais pas, je voyais plus le bout. Je me regardais dans le miroir, je voyais que je commençais à gonfler de partout, j'avais pris du poids, j'avais une sale tête, j'étais gueule de bois sur gueule de bois, à répétition, je commençais à fréquenter les bars, et en enchaînant les verres l'un après l'autre pour peut-être soigner ce mal-être, cette solitude que j'avais à ce moment-là, vraiment très très présent. Il y a eu plusieurs événements qui t'ont fait tomber très bas. Oui, effectivement. Surtout, il y a un soir où j'étais bien sûr complètement ivre. J'ai eu l'intelligence de prendre ma douche à je ne sais quelle heure, je pourrais pas vous dire. Je suis tombé dans ma baignoire et je suis carrément sorti à travers la baignoire. Heureusement que le rideau de douche était là pour éviter de me faire trop mal. Du coup, j'étais complètement entouré par le rideau de douche et qui, on va dire, un petit peu voilà, équilibré la chute, on va dire. Alors, il y a un autre événement qui est arrivé, c'est qu'un soir, je me suis pris un encadrement de porte. Bien sûr, l'encadrement de porte bien en fer qui fait bien mal. Donc, au lieu d'aller tout droit, j'ai dû être de nouveau bien chouette ce soir-là. Et au lieu de continuer tout droit, crac, je me suis pris côté de l'œil. Et je peux vous dire, j'avais l'œil au beurre noir, gonflé comme ça pendant quelques semaines. Donc, j'étais très chouette. Heureusement que je suis un peu maquillée pour camoufler un peu. Mais ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Je me rappelle, il y a un soir vraiment, comme dans les films, j'étais en train de me laver le visage, je me suis regardé dans la glace vraiment, et je me reconnaissais plus en fait. Et là, je me disais, waouh, les yeux gonflés comme pas possible, ma peau qui devenait bleu-violette. Ma médecin me disait c'était suite à des vomissements en répétition. Et là, j'ai mon corps qui me disait plus que stop. J'avais l'impression qu'il y a tout qui était en train de lâcher, quoi. Et le dernier exemple, c'est surtout l'humiliation. Je me rappelle les dernières semaines avant mon hospitalisation, quand je me retrouvais au bar, et bien sûr, je faisais la bise à tout le monde, tous les barman me connaissaient. Et bien sûr, moi, toujours planté là, sur le bord du bar, en train de siffler un verre après l'autre. Et je me rappelle ce jour-là où je discutais comme d'habitude avec le serveur, et en fait, j'arrivais même plus à aligner les mots, quoi. Et là, je voyais un demi-sourire sur son visage, et là, je me suis dit, mais en fait, c'est humiliant, c'est honteux. Je me retrouve dans un état pareil, où c'est pareil quand j'avais déjà bu énormément, où je partais chez mon épicier encore rechercher une bouteille, alors qu'il voyait clairement que j'étais totalement pété. En fait, c'est plein de choses comme ça, où des gens que j'ai rencontrés par la suite, et je voyais leur regard limite de pitié, quoi. Et là, je me suis dit, t'as touché le fond. Quand tu étais en soirée, tu avais une peur, c'est d'entrer tout seul chez toi.
Oui, il fallait que les regards se posent sur moi. Pourquoi? Peut-être un manque de confiance en soi et j'ai toujours eu besoin de plaire. Et si j'embrassais personne ou si je ramenais personne à la maison, c'est fou, hein. Je me dis c'est le seul moment où bah on peut peut-être m'aimer quoi, où je me sens exister surtout. En fait, c'est ça. Et que c'est à ce moment-là où j'étais désimé, j'étais en soirée, je me disais c'est cool, je suis bien. Voilà, je vais peut-être me trouver quelqu'un ce soir. Après, vu dans l'état où j'étais imbibé, je pouvais pas ramener quelqu'un de très sérieux à la maison, on va pas se mentir, hein. Mais non, mais j'ai toujours eu besoin de ça. Peut-être ça, c'est un manque, beaucoup un manque de confiance en soi et toujours en espérant que peut-être qu'un jour, je me dis, je vais rencontrer quelqu'un. Voilà. Il y a quelque chose que tu as dit il y a un instant en fait qui m'a marqué, c'est que tu voulais absolument plaire aux autres. Mm. Mais à aucun moment tu t'es dit, c'est important de me plaire à moi. Je sais, et ça, c'est quelque chose que c'est un mal-être depuis toujours. Et je me suis jamais vraiment, peut-être plus, voilà, où j'étais très dur, où je suis très dur avec moi, d'ailleurs. Et je pense, vu les relations aussi que j'ai eues très toxiques, ça a fait qu'amplifier en fait ces choses-là. Parce que après, on dit toujours pour aimer, il faut s'aimer. Certaines phrases qui est vrai. Oui. Moi, j'attends pas le Sauveur, le Saint-Esprit qui vienne m'aider, loin de là. C'est pour ça que j'ai fait toutes ces démarches-là et que là, j'ai fait un suivi psychologique justement pour mettre toutes ces choses à plat. Mais compliqué. C'était quoi ton quotidien à l'époque? Bah, mon quotidien, il n'y en avait plus. C'est que heureusement que je travaillais et que je travaille d'ailleurs toujours. Mais une fois que mes heures de travail étaient effectuées, bien d'ailleurs, parce que n'empêche, toutes ces gueules de bois que j'ai eues tous les jours, j'étais tous les jours au travail, ça ne se voyait pas forcément. Pour moi, c'était la chose la plus importante. Mais sinon, à travers ça, ma vie, il n'y avait plus rien du tout. Je vivais que par mon travail et bah, qu'est-ce qui me restait? Rien en fait. Tu te saoulais tous les jours? Tous les jours. Dès que je rentrais du travail, le premier réflexe c'était déjà, j'avais anticipé d'avoir minimum 1 à 2, voire 3 bouteilles. Ou soit je l'allais l'acheter le soir même pour avoir une de réserve dans le frigo. Et j'avais parfois même pas posé ma veste que je me servais directement un verre de vin et c'était parti quoi. Et alors là, je commençais un verre, 2 verres, 3 verres et je faisais le ménage en même temps vu que je suis quelqu'un de très maniaque. Donc je passais mes soirées à ça, jusqu'à plus me souvenir de rien. Tous les soirs, j'étais incapable de vous dire à quelle heure je me couchais en fait, je savais pas. Même il y a des moments, je commandais des repas, je me réveillais le matin en me disant mais est-ce que j'ai mangé hier soir ou pas? Et c'est là que en fait effectivement je voyais le cadavre qui traînait comme ça sur le sol en fait. Et là, je me disais, ah oui, effectivement, j'ai mangé ça, et machin, et machine. Et en fait, souvent, je faisais des blackouts, quoi, totalement. Et puis, tu as décidé de prendre ta vie en main. Alors, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Alors, déjà, mes médecins étaient au courant de mes addictions passées et ce qui se passait en ce moment. Donc, ils m'avaient déjà proposé, bien 1 an avant, qu'il y avait des établissements, des gens spécialisés pour. Mais du coup, je faisais un peu l'autruche. Je me suis dit, oh, ça va, je vais m'en sortir. Bon, ça va aller. Finalement, bah, je suis allé revoir le médecin en gros en urgence et je lui ai dit, là, il faut me mettre sur l'ordonnance, faire le maximum pour que je puisse m'en sortir parce que là, je n'y arrive plus. Tu étais au plus mal. Ah, j'étais plus qu'au plus mal, oui. C'était, comme je disais, c'était un suicide lent en fait. Sauf que là, le problème, c'est que ça devenait physique et tout, et je voyais qu'il y a tout qui partait en sucette. C'est quelque chose que vivent beaucoup de personnes qui sont mal en fait et qui vont jusqu'à la tentative du suicide.
C'est dur. Très dur. Et vous savez, il y a plein de matins, je me disais toujours, mais pourvu que je me réveille pas demain, ça serait tellement plus simple. N'empêche, vous savez, quand j'ai vu toutes les personnes vraiment que j'ai tenues le plus au cœur partir, je me dis, mais en fait, c'est injuste. Eux, ils sont partis, ils ont comme ça, et moi, je suis resté là, en fait. Et en fait, je me détruis moi-même, et comme si une partie de moi a envie de dire, stop, c'est bon, j'ai les rejoindre, en fait. Comment ont réagi tes parents quand tu leur as annoncé que tu allais être hospitalisé? Bah, ils étaient très contents, parce que pour eux, c'était aussi la seule solution qui restait, en fait. Donc ouais, non, ils ont été très contents, ils ont dit que j'étais très courageux de le faire, et surtout que je l'ai fait par mon plein gré, faut pas l'oublier, personne m'a envahi de force, c'était juste ma seule, la seule chose qui restait pour que je continue à vivre, c'était ça ou la mort, quoi. Y a pas d'autre mot à dire. Et c'est vraiment là où je me suis dit, bon bah allez, on y va, prends rendez-vous. Le 31 octobre, tu as été hospitalisé. Exactement. Alors j'étais très... C'est marrant dans le sens, j'étais pas forcément angoissé, c'est que moi, dès que je prends une décision, je le fais à fond. Pour vous dire, ce jour-là où je me suis fait hospitaliser, je suis arrivé comme je le fais tous les jours. J'étais avec un de mes meilleurs amis qui est venu m'accompagner avec moi à l'hôpital et qui était là, il m'a regardé, il m'a dit « Mais t'es grave en fait ». Je suis venu avec ma grosse valise, bien coiffé, bien habillé, en mode, je sais pas, j'allais en vacances. Mais comme moi, je le suis tous les jours en fait, toujours pimpé. Et je suis arrivé là-bas, normal, avec ma valise. Je me suis dit, bon, bah ça y est. Quand je suis arrivé dans l'hôpital, je me suis dit, bon, souffle, val d'avant, ça y est. C'est un peu la porte du paradis. Tu avais bu la veille? Oh que oui. J'avais bu 3 bouteilles. Exprès. En disant, ce sont les dernières. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que j'ai bu jusqu'à pratiquement 4 heures du matin. On a dû me faire souffler vers 11h, 11h30. J'avais 0. Rien. Propre comme un sous-neuf. Comme quoi mon corps, il éliminait bien. Mine de rien, et par la suite, j'ai fait toutes ces batteries de tests et tout ça. Et franchement, même eux, ils étaient épatés. Je suis un résistant, en fait. J'avais juste le foie, effectivement, ce qui est normal, qui était un peu gras. Par contre, on m'a fait toutes les autres analyses. Tout allait très bien, en fait. Comment ça s'est passé, cette hospitalisation? Alors, elle s'est passée très, très bien. Mais ça s'est très bien passé. Ce qui est bien de cet hôpital-là, Fernand Vidal, c'est du coup, en fait, bon, il y avait 2 étages. Nous, on était au rez-de-chaussée. Donc, c'était avec les personnes qui étaient un peu plus conscientes. Du coup, on déjeunait ensemble. Donc, le petit-déj, le déj, le dîner. On était tous ensemble. On conversait entre nous. On avait de temps en temps des cours de sport, de l'accompagnement, un médecin ou un interne qui venait vous voir tous les jours pour voir comment ça va, puis ses examens. Ça a été... non, j'ai passé un bon moment et je me suis quand même... je m'accroche quand même assez facilement avec les gens. Donc, tous les jours, je suis une petite pipelette. Donc, je me prenais dans les couloirs, je discutais avec la secrétaire, avec les médecins. J'allais d'un endroit à un autre. Non, c'était très bien. J'ai eu de la chance, j'ai aussi eu de la visite. Mes amis très proches étaient là pour moi, sont venus me voir. Tu as eu envie de boire pendant cette hospitalisation? Pas du tout. 0. Non. Rien. C'est dingue. Après, j'avais un traitement qui était très poussé, où j'avais un traitement tous les 3 heures au début. D'accord. Donc, justement, en fait, ils donnent ce genre de traitement-là pour les personnes alcooliques, du coup, qui sont pas en manque et qui ne font pas des crises d'épilepsie ou autre. En fait, parce que du coup, pour le corps, ça fait un grand chamboulement. Quelqu'un a un corps qui a eu l'habitude d'absorber, d'avoir ce besoin de boire et tout ça, ça peut créer d'énormes dommages, en fait, s'il n'y a pas cette substance-là dans le corps. Donc, du coup, qui a été masqué par un médicament, quoi. Mais franchement, j'ai passé un très très bon moment, vraiment. C'est pas l'enfer, en fait. En tout cas, là où moi j'étais, pas du tout.
moi, personnellement, j'ai eu un accompagnement parfait. Rien à dire. Donc, j'ai passé un très bon moment. Et je leur ai dit, je les ai remerciés. C'était parfait. Et heureusement qu'ils étaient là. Puis, tu es sorti de l'hôpital. Comment ça s'est passé le retour à la maison? Alors, le retour à la maison, c'était un peu spécial. C'est que du coup, j'étais en mode un peu perdu quand je suis sorti de l'hôpital. Parce que j'étais quand même 15 jours. C'est pas grand chose, mais quand on est 15 jours dans un cadre, Sans alcool. aussi, oui, effectivement, faut le dire. C'est important de le dire parce que on retourne à la maison où toi tu avais l'habitude de Oui. boire. Exactement. Alors déjà, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait plus de bouteilles, plus rien du tout. Il y avait plus de cadavres, plus rien. J'ai déjà tout jeté à la veille. De toute façon, j'ai déjà tout bu ce qui est resté. Alors justement, ça m'a fait très bizarre parce que c'était les réflexes en général que quand je rentrais chez moi, c'était tout de suite de me prendre un verre d'alcool. Je suis rentré, je me suis dit d'accord, j'ai posé ma valise. Bon, j'avais mon chat à récupérer chez un ami qui n'était pas là, donc je me suis dit bon, tu déposes ta valise, récupère ton chat. Et en fait, j'ai un distributeur d'eau à mon frigo. Donc du coup, dès que j'avais envie, comme le réflexe de boire comme avant le verre de vin, crac, je me prenais un verre d'eau. Et ça, j'ai fait à maintes reprises. Ce geste, il est totalement parti. Mais ça a été psychologique. En disant, ah, tiens, ça appelle, crac, et c'est bon. Mais ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré moins d'une semaine et après, c'est passé. Je propose que l'on passe dans la seconde partie de ce podcast. Nous allons revenir sur ton quotidien depuis ton hospitalisation. Tu vas nous dire comment tu vas aujourd'hui et puis tu vas nous parler de ta vie sans alcool. Ça fait 3 mois que tu n'as pas bu d'alcool. Déjà, bravo. C'est déjà un beau combat que tu as affronté. Et je voudrais savoir comment tu te sens aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je ne vais pas encore dire très bien, mais beaucoup mieux. Je recommence à redécouvrir la vie, tout bêtement. Après, il va falloir beaucoup de temps. Moi, je me suis fixé dans ma tête, je me suis dit, il va me falloir entre 6 mois et 1 an, sûr. Pour, voilà, c'est tout bête, hein, mais me repromener à l'extérieur, revoir des choses qui m'étaient devenues totalement égales, ou faire des sorties avec des amis totalement banales. Donc je me sens vraiment beaucoup mieux, ouais. Et plus de confiance aussi. Aujourd'hui, tu es sous traitement. Oui. Pour reprendre tes mots, c'est un peu comme ta bouée de sauvetage. Exactement. En fait, ça me reste en équilibre. Ça te stabilise. Exactement, c'est ça. Sauf que, pour l'instant, je négocie un peu avec les médecins, c'est que par la suite, ils voudraient bien que ces traitements disparaissent. Chose que moi qui me fait assez peur. Donc, voilà. Pour l'instant, je leur ai dit. Par contre, le seul truc que je dirais qui est pas normal, c'est que depuis tout ce temps, j'ai pas eu de suivi psychologique depuis. Donc, ça fait déjà un petit moment. Donc je leur ai dit que sans suivi psychologique pour l'instant, il était hors de question que j'arrête les médicaments. De toute façon, par la suite, je serais dans l'obligation de... D'ailleurs, ils ne seront plus fournis. Donc, mais pour l'instant, oui, effectivement, c'est ma béquille, ma bouée de sauvetage. Et on verra par la suite. Aujourd'hui, tu es sobre. Oui, Ça reste quand même un combat au quotidien. tous les jours. Et ça le sera à vie. Parce que je pense que quelqu'un qui est alcoolique le sera à vie. Les addictions, c'est terrible. Je crois qu'il y a 3 personnes avec qui tu as été hospitalisé qui ont déjà craqué. C'est ça. C'est triste. Ça m'a fait beaucoup de peine. Parce que c'est des personnes vraiment très attachantes et tout. Et tu te dis, mais merde, c'est triste, quoi. Je crois que tu as peur de retourner dans une boîte de nuit. Bien évidemment que j'ai peur. Le danger est partout. D'ailleurs, le peu de fois là où je suis sorti, j'ai l'impression que je suis puni. Tu bois quoi du coup? Bon,
les trucs sans alcool et les cocktails qui sont ultra sucrés, je les trouve limite imbuvables. C'est très rare, j'ai trouvé un cocktail sans alcool buvable. Mais bon, je bois déjà du Perrier toute la semaine avec de l'eau plate, donc quand je sors, j'aime bien boire alors quelque chose autre. J'ai repris la boisson que je prenais en boîte de nuit, qui était de la vodka Red Bull, sauf qu'aujourd'hui c'est juste de la Red Bull. Du coup, t'as l'impression de boire à peu près la même chose. On va dire ça, je me dis ça fait peut-être une petite info au cerveau et en même temps ça donne un peu la patate, ou sinon je bois un coca, des trucs totalement standards quoi. Mais sinon à la maison je bois que de la flotte, donc je me dis quand je sors je vais pas boire que de la flotte quoi. Cet arrêt de l'alcool, c'est aussi pour enfin trouver l'amour. Exactement. J'avais une voisine qui était devenue une copine, qui me disait, tu sais, Martin Alexandre, personne ne voudra ou sortir avec toi si tu es alcoolique. Et elle avait raison, et je le voyais moi-même. Les personnes que je rencontrais en boîte de nuit ou autre, ils étaient aussi sous que moi, et ça restait que une nuit, voire une demi-nuit ou autre, mais c'est tout. Je rencontrais jamais du sérieux. Et du coup, ouais, c'est surtout pour ça aussi. Déjà, pour être de nouveau ancré dans la société, pour être bien envers moi-même. Et Partager quelque chose avec quelqu'un. C'est ça. Déjà, apprendre à s'aimer à nouveau. Et surtout, j'aimerais bien qu'on m'aime et que je trouve ma moitié maintenant, ouais. C'est difficile pour toi de ne pas être aimé par quelqu'un avec qui tu partages la vie? En fait, c'est fou, c'est que depuis petit, j'ai toujours cherché qu'on m'aime. Je pense qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai peut-être manqué d'amour, j'étais mis peut-être à l'oubli. J'ai besoin qu'on m'aime, ouais. C'est difficile, hein, après, voilà, de trouver quelqu'un et d'être aimé comme il se doit, surtout. Je voudrais te citer une phrase de Nelson Mandela. Le bonheur ne se trouve pas au fond d'une bouteille ou à la pointe d'une aiguille. Il ne se trouve pas dans un nuage de fumée ou dans une pilule enrobée de sucre. Si vous le cherchez dans ces endroits, vous ne trouverez que du désespoir. Belle citation. C'est vrai. Ça, et le bonheur, c'est déjà s'aimer soi-même, de faire un gros travail sur soi et à aimer toutes les choses qui paraissent subtiles de la vie, les oiseaux chanter, le soleil, se promener, voir des gens qu'on aime. On le disait tout à l'heure, la parole est libératrice. Et les célébrités, eux aussi en parlent, car ils ne sont pas épargnés à l'alcool. Christine Bravo, Élodie Frégé, Camille Lelouch, Jérémy Ferrari, Gad Elmaleh ont évoqué un jour une dépendance dans l'alcool. Une personne qui en a parlé en 2009 et qui m'a marqué, c'est François Cluzet. Il disait « Je n'ai pas honte de dire que je me suis pris les pieds dans le tapis avec l'alcool et que je suis revenu à la vie. Je n'ai jamais bu sur un plateau, mais le soir et la nuit, la veille, le lendemain. J'étais usé par mes excès. Arrêter de boire a été ce sens, une libération totale. » C'est un peu ton histoire. Bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, on est enchaîné là-dedans. Et c'est une histoire qui se répète, comme ce que là vous venez de dire sans cesse. Et vous voyez plus le bout. C'est la noyade, j'appelle ça. C'est important que des célébrités en parlent aussi, ça permet Bien aussi sûr, de s'identifier. C'est très très bien. Et d'ailleurs, tout ce que vous avez, tous les dons que vous avez cités, je le savais effectivement. Je m'étais renseigné à ce sujet-là. Bien sûr, c'est important. C'est important que ce soit moi, une personne lambda, ou des célébrités, ou Pierre-Paul Jacques, on parle. Oui, il faut vraiment que ce soit maintenant très libéré. Cet épisode touche déjà à sa fin. Merci Martin Alexandre de nous avoir livré ton témoignage aujourd'hui. Merci à toi, Nicolas. Avant de terminer, y a-t-il un conseil que tu aimerais donner aux personnes qui nous écoutent et qui aimeraient essayer d'arrêter l'alcool? Oh oui. Et je peux vous le dire, faites-vous aider. Sortez du silence et rendez-vous compte que y a peut-être un souci. Et pas dire je vais ce soir avec mon pote boire un verre là.
lendemain soir, ah tiens, j'ai un rendez-vous et là je prends encore un verre là. Et c'est là où en fait, souvent on se rend pas compte, mais il y a déjà un début d'alcoolisme qui est présent. Il faut se faire aider à tout prix avant la catastrophe. En tout cas, je te remercie et nous prendrons de tes nouvelles dans quelques mois. Avec plaisir, merci. Merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre afin de rester en contact et traverser un petit bout de chemin ensemble. Votre soutien est très important dans la poursuite de cette aventure. Avant de nous quitter, je rappelle le message de prévention. Si vous avez des problèmes avec l'alcool ou avec la drogue, nous vous encourageons vivement à en parler avec votre médecin traitant ou de contacter le 0980 980 930 Alcool Info Service ou le 0800 23 13 13 Drogue Info Service. Et comme on le dit toujours ici, parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt dans nous.